Les souvenirs sont comme des vestiges que l'on a dispersés ici et là, au hasard, à la croisée de différents chemins. Ils marquent le temps d'une vie. C'est court une vie, mais c'est pas la durée qui compte, il est vrai. C'est surtout ce que l'on en a fait. Moi, j'ai le sentiment du devoir accompli, le sentiment d'avoir rempli une mission. Tout n'a pas toujours été parfait peut-être, mais au final j'étais là. J'ai toujours répondu à la demande. Aujourd'hui, à 32 ans, il est temps pour moi de passer la relève. Durant ces années, les embruns sur ma carcasse déjà bien rouillée ont causé des dégâts irréparables. Alors, je reste là, pour l'instant, immobile, j'écoute. Parfois, il me semble entendre des bruits. Les enfants des anciens qui, poussés par leur curiosité, viennent comprendre comment c'était avant. Parce que pour eux, il y a un après. Pour moi, il n'y a plus rien que la mémoire qu'ils voudront bien me consacrer. Il est bien difficile aujourd'hui de reconnaître un Motu, celui qui servait de résidence à la reine Pomaré IV et qui est devenu le port de Motuhuta. Dans la passe permettant l'accès au port, quelques surfeurs téméraires s'aventurent encore sur des vagues contrariées, coupées par le passage régulier des navettes sur Moorea et autres navires commerciaux, toujours plus nombreux d'année en année. Quelques pêcheurs, en quête de rares poissons, semblent surgir d'une époque révolue. Mais depuis 1965, date de l'extension du port, ce sont les quais et les entrepôts les vrais habitants de cette zone. C'est à partir d'ici, solidement ancré dans les habitudes, amarré à mes devoirs, que durant 32 ans, les marins remplirent mes cales de toutes sortes d'affaires et de matériaux. À partir d'ici, que mes aventures vers les îles toujours commençaient. Se jouait alors devant moi, à chacun de mes passages, sur chaque embarcadère, un spectacle vivant, haut en couleur. Un ballet d'élévateurs et d'autres engins mécaniques évoluant sur une chorégraphie bien orchestrée. Une toile de la vie portuaire, impressionnée par des marchands et des marins qui se croisaient et se recroisaient sur ces quais, et dont j'étais le témoin silencieux. Toutes sortes d'enseignes défilaient sur le rythme de l'efficience. Ils se défiaient aussi, l'agroalimentaire, le bâtiment, les produits manufacturés. J'allais insuffler une énergie nouvelle dans le commerce interinsulaire de ces terres les plus au sud de la Polynésie française. Mon nom avait été choisi ainsi parce qu'il signifiait en langue tahitienne les 5 îles, c'est-à-dire les 5 îles habitées de l'archipel des Australes. Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivave et Rapa. Les marchandises posées à quai indiquaient fièrement ces destinations. Et au centre de toute cette agitation et de ce tintamarre, il y avait les hommes. Toko, l'un des marins pointeurs, notait et vérifiait soigneusement les connaissements afin que tous les colis puissent arriver à la bonne destination et être récupérés par la personne appropriée. Une foule d'impressions se dégageait autour de cette effervescence, coutumière du lieu et pénétrée par l'âme de tous. Blancheur, clarté, reflet, luminosité, origine.
Ardent, brûlure, soleil, travail. Ardeur, travail. Monter, descendre, enchaîner, déchaîner, répétition. Chargement, déchargement, répétition. Chargement, déchargement, ailleurs. Ailleurs, dans les îles, répétition. Et puis, répétition, encore. Mais laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. En 1977, la profession d'armateur s'organisa autour d'une délibération de l'Assemblée territoriale qui conféra à la desserte maritime interinsulaire le caractère de service public. L'armateur devait dès lors respecter un cahier des charges qui définissait un nombre minimal de touchés par île. La flotte se modernisa. Le poids en lourd moyen passa de 250 à 400 tonnes. Le temps des goélettes était bien révolu. C'est dans cette brèche ouverte que j'avais bien l'intention de faire ma place. Dans ce contexte, un an plus tard, naissait la SNA, Société de navigation des Australes, créée par les pasteurs et la population de cet archipel, qui détenait 2% des parts, le territoire finançant le reste des 100 millions qui étaient nécessaires. C'était un budget conséquent pour cette époque, mais les habitants des îles australes voulaient absolument pouvoir compter sur les rotations régulières de bateaux, les goélettes n'affichant que trop rarement une planification précise de leur trajet et de leur date d'arrivée. Elles étaient également vulnérables face à une météo capricieuse dans cette partie du Pacifique réputée difficile en navigation. C'est notre bateau, c'est ce que la population disait, même s'ils n'ont mis que 2%, mais c'est leur bateau à eux. C'est un bateau créé par les anciens, on peut dire les sages, des gens des Australes. Ce sont des vieux. Les gens ont pu vendre leurs produits et ont pu acheter ce qu'ils voulaient pour leur maison avec les ressources et l'argent qu'ils avaient de leur vente. C'est ce bateau qui amène tout. La société afficha clairement ses objectifs. Desservir exclusivement afin de les désenclaver les 5 îles habitées de l'archipel, considérées comme le grenier de la Polynésie, afin de pouvoir exporter vers Tahiti ses produits agricoles. Alors la décision fut prise, en 1978. Les chantiers navals de Bordeaux entreprirent la construction du Tuape 2. C'est ainsi que je suis né et suis devenu le poumon des Australes. 22 juin 80, on est parti en France. Et là, on est allé à la Maison des Marins à Bordeaux. 11 juillet, on a quitté Bordeaux pour remonter au Havre et pour faire un chargement. Et on a quitté le Havre le 14 juillet 1980. On était 16 Tahitiens, 16 Polynésiens qui sont venus de Bordeaux, qui sont partis de Tahiti et qui sont revenus. On était 16. Et on est arrivé ici le 31 août, presque un mois et demi après. Sur le bateau, en ce moment, en tant que convoyeur, il n'y a que moi qui reste aujourd'hui là. À mon arrivée, une foule pittoresque et enthousiaste s'empressa de suivre l'événement. Elle festoya de danses et de chants traditionnels, dans une première tournée triomphale dans tout l'archipel. Ils possédaient leur bateau. Les choses seraient différentes à présent, et un grand courant d'air frais véhicula un message d'espoir économique. C'est toute la population des Australes qui était sur le quai. Alors, ce qui m'a marqué, c'est le premier voyage inaugural. On a été directement sur l'île de Tubuai. Et puis je voyais sur la côte nord de l'île de la fumée qui sortait de chaque cuisine. Et chacun ayant senti cette odeur de café de loin, on devait être à 5 km au large. Et je sentais cette odeur de café. Et puis le voyage suivant, plus rien de tout cela. On avait inondé l'île de gazinière et tout ça. Voilà. La fois suivante, plus d'odeur de café et plus rien. Les employés de la SNA avaient un outil formidable de travail. Ils en étaient d'autant plus conscients que chacun d'entre eux, qu'il soit marin ou employé de bureau, simple exécutant ou officier, chacun était actionnaire d'un certain nombre de parts de la société. Cette particularité est toujours vraie à ce jour. À la conception du Tuape 2, on a voulu faire que le Tuape soit un cargo mixte, 150 passagers quand même, que le Tuape devait transporter des hydrocarbures, et en plus que le Tuape ait à bord des chambres froides
pour recevoir les expéditions des Australes, tout ce qui est fruits et légumes des Australes. Voilà. Donc on a quand même 100 mètres cubes de congelés et 100 mètres cubes de frais. En plus, ils ont fait de manière à ce que ce navire soit également un navire roulier. Donc, toutes ces caractéristiques jugulées fait que c'est vraiment un navire à part. Voilà. C'est vraiment à part. C'est spécial Austral. L'activité était considérable à ce moment de mon histoire et s'harmonisait avec la volonté politique de développer les îles en infrastructure. Une solution pour éviter un exode massif vers Tahiti et retenir les insulaires chez eux, mais aussi un moyen pour accroître les échanges commerciaux. Le chargement ressemblait à un jeu de construction finement élaboré. Chaque palette, chaque bois, chaque objet devait être imbriqué dans un savant montage bien pensé et supervisé par les yeux de l'habitude et du savoir-faire. Sous la lumière des projecteurs, les engins continuaient leur cadence après que la nuit fut tombée, et la grue poursuivait son ascension en sillonnant l'espace quand le bruit des chaînes s'alourdissait. Cette escale, sur Tahiti, à la fois point de départ et d'arrivée, était aussi l'occasion pour les marins de passer un moment à terre. Une simple journée et une nuit. Un instant rare, précieux, qu'ils devaient apprécier en profitant de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs familles, ou de leurs amis. Mais c'était aussi l'unique halte pour se reposer, car dès le lendemain, les hommes revenaient dans les bras de la marine marchande. Ils regagnaient leurs cabines, leurs postes, leurs habitudes. Jour et nuit, les quarts se succédaient, et chaque navigant devenait barreur à tour de rôle selon un programme rigoureusement établi à l'avance. Ce matin-là, Edwin Vivich, remplaçant du lieutenant titulaire, était à la barre. Il assurait la veille et la conduite de la navigation depuis 7 ans déjà. La sécurité à bord, la communication et le transport commercial faisaient également partie de ses nombreuses responsabilités. Durant une traversée, tout doit être enregistré dans le journal de bord. La position, la situation météorologique, tout ce qui paraît anormal sur la route est notifié. Je viens de voir, il y a un poito là, une bouée juste devant là. Une bouée ayant été probablement perdue par un tonnier pêchant dans la zone, l'inscription dans le cahier ne se fit pas attendre. L'horizon, toutes ces années, du premier au dernier voyage, se profilait devant moi, chancelant. Une ligne instable, en perpétuelle mouvance, que j'observais et qui parfois me défiait. À l'abri et à l'ombre du cuisant soleil, le pont était l'emplacement préféré des passagers, car l'air y arrivait de toutes parts, et il y faisait plus frais que dans les cabines, où, de toute façon, la clim ne fonctionnait plus depuis bien longtemps déjà. Les passagers, nombreux autrefois, plus d'une centaine, étaient réduits au nombre de 12 depuis 2005, lorsque les affaires maritimes me déclarèrent simple caboteur. Les règles de navigation étaient devenues plus strictes depuis l'échouage de plusieurs navires, et la SNA concentrait déjà ses efforts financiers sur un nouveau bateau. Les avions pouvaient également se substituer aux bateaux pour le trafic des passagers. Alors on s'adaptait. Le passage entre Tahiti et la première île de l'archipel prend une journée et une nuit. Le voyage est long, les distractions peu nombreuses. Alors on s'occupait, ou plutôt on passait son temps à dormir, allongé à même le sol, à parler avec ses voisins de fortune, à prier, à manger. On attendait inexorablement, avec lassitude, avec foi, peu importe, mais sans jamais montrer de signe d'impatience. C'est aussi ça, être polynésien, avoir un rythme différent,
Et finalement, seul le bateau respecte ce déroulement naturel du temps que les liaisons aériennes en quelques années ont frénétiquement accéléré. En face du pont, un petit snack de restauration rapide tenu par Armand changeait soudainement le rythme aux heures d'ouverture. Steak frites ou hamburger. Seul choix possible dont s'accommodait parfaitement cette jeune population friande de ce nouvel Eldorado culinaire, bien éloigné des plats traditionnels. Les restes des repas à l'extérieur témoignaient d'un de ces rares moments d'agitation sur le bateau. Quant aux quelques touristes embarqués, ils ne trouvaient leur plaisir qu'à l'approche des îles, qu'ils désiraient découvrir. Puis tout se calmait à nouveau, et chacun retournait à sa place. Une place marquée par le dépôt de quelques affaires, sur des emplacements déjà numérotés. Un berceau, une glacière, tout objet identifiant. Et personne d'autre que son propriétaire ne pensait, ni n'osait retirer ce péoué sur lequel il se reposait durant la traversée. Le séjour était parfois long sur Tahiti, et on aimait se rappeler et faire connaître aux autres son appartenance, par un signe de reconnaissance de l'île d'où l'on venait. J'embarquais aussi beaucoup d'évacués sanitaires se rendant sur Tahiti en urgence, ou pour de simples consultations médicales. La plupart venaient de Rapa, la seule île dépourvue d'aéroport, et dont je représentais l'unique moyen de transport. Pour les plus jeunes, devant partir, le manque d'un des parents était fort. Alors, des événements heureux ou tragiques ne manquèrent pas de ponctuer mon parcours durant toutes ces années d'activité. Des cris de joie de ces enfants nés à bord, ou ceux de détresse de ce passager décédé en tombant d'un escalier, et dont l'antirouille semble désormais faire écho. Leurs regards, jamais oubliés, murmurent encore dans chaque recoin, et résonnent d'une seule voix de chaque coursive. Intarissable je pourrais l'être, tant je fus le témoin de leurs confidences. Des vies qui se croisaient, s'enchevêtraient, se comprenaient tout au long de ces innombrables traversées. Tel ce Taurumi, ancien marin lui-même, qui lors d'un voyage secourut un enfant en détresse et raconta son acte en toute humilité, comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Ora ora iwa wa atero ta mai ira pane iwa wa tia nam ai ta utorumi amaru to chiatu ere poi na uno tiri atare na ti metu e ora mai na ti atu ora ta turu te ora na ti te metu ene pariti mai mane ani ya o ene ne ane o toru atme o toru mi to o iraro ti pi mataro e toru mataro ta toru mi anapo ta mara mai o ene te taino ana tarakai vai te opu tona ora puta e to e titi to oro titi taime ai mo one pia. La plus petite des îles habitées des Australes, avec ses 8 km² 600, Rimatara se situe à 538 km au sud-ouest de Tahiti. L'absence de quai jusqu'à présent a obligé les marins à décharger comme autrefois les marchandises sur des baleinières. Les opérations étaient précises et délicates, voire dangereuse, lorsque la mer présentait des creux de plusieurs mètres, ce qui se produisait fréquemment. La baleinière pouvant percuter la coque et se renverser, projetant du même coup toute la cargaison au fond de l'océan. Cela arrivait parfois, et on trouve des véhicules et des engins neufs gisant à plusieurs mètres de profondeur. Fort heureusement, cela restait exceptionnel. Le débarquement d'un nouveau véhicule était particulièrement spectaculaire. La baleinière n'étant guère plus large que le 4x4, l'opération demandait une parfaite coordination entre le treuilliste, les hommes à bord et ceux en équilibre sur la frêle embarcation chargée de récupérer la voiture et la positionner sur cet espace plus que réduit. Je me rappelle en 2009, on a eu un problème sur Rimatara. On avait eu un chavirement d'un des baleinières, mais il n'y a pas eu de blessés.
Tellement la mer était forte dans la face, il y avait de la houle, des houles, des creux de 2-3 mètres à l'entrée de la face. Les deux baleinières effectuaient sans relâche des rotations à un rythme soutenu toute la journée et jusqu'au soir. Car bien que de petite taille, Rimatara reste étonnamment l'une des îles les plus actives et celle qui exporte le plus de marchandises vers Tahiti, notamment le copra et le pandanus, délaissés depuis longtemps par ses voisines. Sur les quais, tous les marins sont polyvalents, du capitaine au simple matelot. Quel que soit leur grade, ils déchargent, puis chargent, conduisent les engins, l'efficacité étant la meilleure alliée de la rentabilité. Ken, originaire de Reivave, navigua à bord durant 12 ans. Moi, en tant qu'officier, je participe au chargement et au déchargement de la marchandise et à la sécurité de l'embarquement et du débarquement des marchandises. Normalement, quand tu es officier, tu restes officier, tu fais que ton boulot d'officier. Mais par contre, en Polynésie, c'est autre chose. Hein. Sur l'île, cette ancre nous rappelle encore que des bateaux, par le passé, s'échouèrent. Les profondeurs de l'océan conservant douloureusement les traces de ces épaves. Des tragédies sombres qui nuançaient la beauté des couleurs des récifs coralliens devenus tout à coup redoutables. En 2003, un bateau territorial venu livrer des engins et matériaux pour la construction d'une piste d'atterrissage chavira au large de Rimatara. On reçut par radio un appel de détresse envoyé par les habitants, spectateurs impuissants du drame. Et automatiquement, on a été réquisitionné par l'État pour participer aux opérations de sauvetage. En arrivant sur la zone, il y avait déjà le super Puma qui était là. Lui, il récupérait les survivants. Et nous, en arrivant sur la zone, c'était nous qui récupérions les morts. On a eu 3 ce jour-là, mais ça flottait à plein de trucs partout. De l'huile, de tout qui flottait. Des fûts d'essence, des citernes, des colis de tuyaux plastiques, des placards, des chaises, partout. D'autres gémissements de coqs mises en détresse dans ces eaux résonnèrent par le passé. La magie de cette immensité plane mystérieusement sur certains faits selon ses croyances. Le dieu tahitien de la mer, Roao, tout rôde-t-il encore? S'agissait-il de signes que les hommes ne surent ou ne voulurent ni voir ni déchiffrer? C'est peut-être un sort qu'on lui a jeté, peut-être. Mais le Tuapa n'a jamais été sur le récif. Hein. Et ce bateau, voyez-nous, je ne sais pas si tous les anciens des îles ont bien accepté ce bateau. Il y a des règles de vie qu'il faut respecter. Une île est vivante. C'est pas seulement à cause de la population, mais à cause aussi de ce qui est croyance propre à chaque île. Usé, fatigué, tremblant, j'exhalais mes derniers râles durant ces voyages ultimes. La mer sombre à l'horizon se confondait à la noirceur d'un ciel à peine étoilé. Et cependant, une lumière toujours me guidait.
une exaltation lumineuse de ce qu'il nous restait à accomplir. La vitesse diminuait, les distances paraissaient s'allonger, les nuits devenaient plus longues, mais toujours nous avancions. On avance à 8-5 nœuds. Parfois, en moyenne, on est à 8 nœuds. La houle, la mer irrégulière, les courants, les dépressions fréquentes de cette région du Pacifique nous secouèrent violemment à maintes reprises. La menace des cyclones nous faisant dérouter, changer de cap et chercher le seul abri qu'il fut possible de trouver en pleine mer, derrière une île, à l'exact opposé de la direction des vents. Et toujours, nous avancions. La plus grande partie de l'année, c'est mer très agitée aux Australes par rapport aux autres archipels. À Pondawali, on était sur Urutu. Et l'œil du cyclone est passé à 40 000 de nous. Et ce jour seulement j'ai fait des casseroles, comme on ne pouvait pas mettre des casseroles sur le feu. Là. Et en toi, il y a la casserole qui s'enroulait, il y a l'eau qui... Alors j'ai pas pu faire la cuisine ce jour-là. J'avais connu des tempêtes, des cyclones, même avec le 3x2 où on est resté 48 heures au large du Rainbow Vert, en manœuvrant en attendant que le cyclone passe, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tempêtes comme cela, des cyclones, nous, on préfère dégager le bateau vers l'extérieur et manœuvrer en suivant l'avancement du cyclone. Même par forte mer, même avec des creux de 8 mètres, sa meilleure tenue, c'est plein travers de la vague, en plein travers. Et vous mettez à 11 nœuds, alors là, c'est un voilier, quoi. Il se comporte comme un voilier, voilà. Le 3x2, c'est de bonne qualité manœuvrière. Une mer calme et légèrement ondulée nous amena ce jour à Urutu. Les marins, à l'approche de l'île, comme à l'accoutumée, préparaient et organisaient méticuleusement les cordages qui prenaient ici plus que partout ailleurs une importance déterminante. Mon tirant d'eau de 3,50 m me permettait d'entrer dans le port. Mais le passage, entre deux digues bordées d'énormes blocs, dissuadait bien des capitaines à tenter l'aventure d'y entrer. Ils préféraient continuer à charger et décharger les baleinières à l'extérieur. Maurice, le capitaine de ce voyage, fut le premier à oser relever le défi. Il franchit l'espace réduit de ce chenal, au risque d'endommager la coque à tout instant, et effectua dans la marina une manœuvre incroyable dans un aussi petit espace. Une rotation à 360 degrés. C'est en 1995, je pense, le 1er mai 1995. J'ai demandé d'abord les pêcheurs de Urutu de sonder la passe de Urutu. Ils m'ont dit c'est fond, c'est assez.
risque avait été calculé. Mais il avait fallu toute la détermination et le sang-froid d'un homme pour le prendre et réussir. La voie était tracée, les autres sans heurts s'y risquèrent, avec succès. Une fois accostés, la même routine s'établissait de port en port. Le pont s'abaissait, la passerelle reliait les mondes nautiques et terrestres qui communiqueraient pour un temps. Les passagers revenus chez eux se faisaient couronner par leurs familles ou leurs amis, les poulies s'actionnaient, les câbles grinçaient, les ronronnements des moteurs diesel se diluaient dans les vapeurs odorantes des îles. Les hommes d'équipage s'activaient dans leurs fonctions respectives. Les gens s'affairaient autour des colis à réceptionner ou à expédier. Le commerce interinsulaire pouvait commencer. Seul responsable des transactions, le subrécargue a autorité sur la cargaison. De sa cabine, Ronald, durant la traversée, préparait les reçus, enregistrait et vérifiait la conformité de ces données. Le métier se perd avec les communications par satellite qui permettent un suivi de la cargaison en temps réel. Mais il perdure encore en Polynésie. Les bureaux étaient rudimentaires, mais suffisants pour contrôler, enregistrer les saisies et effectuer les encaissements. Le volume de fret bien supérieur à ce que pouvaient embarquer les goélettes d'autrefois et une fréquence de rotation accrue marquèrent un changement radical, une rupture dans le comportement des gens des îles, qui voulaient profiter eux aussi de la consommation mise ainsi à leur disposition. Les infrastructures se développèrent, les habitudes alimentaires changèrent, le poulet frite remplaça le poisson avec du taro. On est habitué à avoir une rotation pratiquement toutes les 2 semaines et demie. On a le Tuapé qui est là, donc on ne se sent absolument pas coupé du reste des Australes ou même de Tahiti. On ne dépendait pas du bateau à cette époque-là. On dépendait de l'île même, de ce qui est produit local. Le bateau, ça nous servait simplement à vendre nos produits. La fin du jour en mer précède toujours l'écriture d'une nouvelle page, celle du lendemain, qui tout naturellement s'additionne aux autres. Les hommes se succédant au même poste et les enfants marchant sur leurs traces se rejoignent vers la même destinée d'une mémoire collective. Mais le chef mécanicien, c'est lui qui s'occupe de toute la maintenance du parti mécanique, partie technique du navire, que ce soit hydraulique, électricité, froid, tout. Le frigo, c'est lui-même qui répare en mer. Quand il y a un problème d'électricité, tu le répares en mer. Quand il y a une partie technique qui est abîmée, il faut essayer de le réparer en mer. Et de finaliser les travaux à quai à Popété. Que ce soit le Tuapé, que ce soit un autre bateau, tu as toujours quelque chose à faire. Quelqu'un qui me dira que j'ai rien à faire sur ce bateau, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi et qui n'a pas duré dans la navigation. Sur un bateau, tu as toute la maintenance à suivre. Quand il était neuf, il faisait du 11,5 à 12 nœuds. Aujourd'hui, il a pris de l'âge, il a 30 ans, ben, on tourne entre 9,5 à 10 nœuds maxi, quoi. Le plus dur, c'est la petite famille, c'est la femme. Mais au fil du temps, ils finissent par s'adapter, quoi. Mais c'est assez dur au début. Comme j'ai des amis qui sont capitaines à la retraite, ils ont du mal à rester à terre. Hein. Ils ont eu le goût de la mer, ben, ils veulent retourner. Hein. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Ils quittent la famille. Hein. Curieux paradoxe alors que celui de ces marins qui, devant le plus fort symbole de liberté, lorsqu'au loin l'océan se courbe à l'infini, se retrouvent enfermés dehors. Une vie familiale difficile à concilier avec une existence faite d'aventures, mais cependant parfaitement revendiquée. Autrefois, l'arrivée des bateaux était annoncée à la population par un homme à cheval qui parcourait l'île en annonçant la bonne nouvelle. Les anciens marins des goélettes se souviennent sans nostalgie de cette époque plus rude, où le travail était harassant et les bateaux peu nombreux à venir ravitailler les îles.
Mais moi, il va y boire de le pays. Mais à Bouboute. Il est. Et puis, il y a des ah, oh, et puis, on a le bout de là. Il y a des petits bouts dans le forêt. Mais on a mon Dieu, il parle. À l'époque, il n'y avait pas de neige. C'est pas moi. Ai prei te tapo eu te ata piu o to de piu tapo piu ai te pai me madamu me te tau madamu me fi pai ai te pai ne pai dra tau hare toru pai I mo tai ti o ta me trovato par o c'est ça. C'est pas fait comme maintenant. C'est pas tout le mois bateau, non, non, non. Là, nous avons noté pas trois fois de harmonie de pays. Ah, ça pas mal, oui, là. Nous avons trois fois de harmonie de pays, nous avons. Les commerçants des îles connaissaient désormais à l'avance les dates et les heures de mon arrivée et pouvaient ainsi se préparer activement à réceptionner les colis. Les voitures et les 4x4 ayant remplacé les chevaux, le besoin d'approvisionnement en carburant devenait essentiel, non seulement pour ces véhicules, mais pour les centrales électriques aussi. Le besoin grandissant des populations des îles évoluant en une véritable dépendance, les rares manquements aux rotations pour des raisons de carénage ou avarie, comme celle survenue en 2011, qui m'immobilisa plusieurs mois, pouvaient déclencher un vrai vent de panique devant les pénuries de carburant ou de produits alimentaires. Les temps ont changé. Ce qui n'était pas nécessaire alors devenait subitement indispensable. La société de consommation s'était installée. Les produits cultivés localement ne suffisaient plus aux nouvelles attentes de cette société. Comme en témoignent ces images, le trafic est souvent intense. L'activité de Tubuai, considérée comme le grenier de la Polynésie, porte essentiellement sur des biens de consommation venant de Tahiti. Le café, la vanille et le copra ne sont plus cultivés. Tubuai n'exporte guère qu'au moment de la récolte des pommes de terre, des carottes ou des litchis en fin d'année. Aussi, les objectifs de la SNA, lesquels devaient permettre une augmentation de la production agricole des Australes pour aboutir à une autosuffisance polynésienne sur certains produits, sont-ils toujours loin d'être atteints. Le volume de fret avait fortement baissé par rapport à mes débuts et mes cales se remplissaient difficilement en ces temps de crise. Le Tuapai n'est pas chargé quand il vient des propriétés et même au retour, il n'y a presque rien à embarquer. Nous sommes dans des périodes difficiles de ce côté-là. Quelles que soient les personnes à quai ou les passagers à bord, les rituels, eux, étaient identiques à chaque départ de chaque île. Et ces bras levés tissaient comme une toile géante, reliant tous ces hommes d'un seul peuple vivant sur aussi peu de terre et dispersés par autant d'eau. Le passage devant la montagne de l'homme couché me faisait penser au récit narrant l'échouage non loin de là sur le récif de la goélette des Rurutu, la Manureva. Avant moi, elle servait une population moins soucieuse de confort, qu'elle satisfaisait faute de mieux, dans des conditions certes précaires, mais non dénuées d'exotisme et de sens de l'aventure. Ce bateau Tuapai ne roule pas trop et on fait d'excellents voyages jusqu'à Arafat. Tandis que les autres, je sais que ça roule beaucoup. Alors, pour dormir, il faut soit s'attacher sur la balustrade pour dormir, parce que sinon ça roule. Et puis tu peux te retrouver
d'un bord jusqu'à l'autre, si on ne s'attache pas. La succession d'écarts servait de repère à la monotonie de certains voyages. Les marins avouant franchement leur préférence des fortes houles aux calmes plats ennuyeux. La perception du voyage était différente pour les passagers, qui, ayant déserté leur cabine, venaient emplir leur sens d'ivresse devant le spectacle de l'océan. Dans le garage, sous le regard craintif de quelques animaux, les hommes continuaient leurs travaux d'entretien routinier avant la prochaine arrivée. Un bateau, c'est une vie de famille. Hein? Et les équipages, ils se doivent d'être soudés à bord. Dans des moments durs, quand il y a un problème, les marins se soudent entre eux pour pouvoir résoudre ces problèmes. me pue tege e tai hoara. Maano taituma, maano ne me haaro i keiti na puka hiti te. E ia lago ki mo maa. O taituma e pue bion ki mo maa. Tēnei ai, no tra mea te wagat pai e tau i aho mai. No mātou me pepe no mātou tua apare. Mātou i a mātou te e pai e. Ai te mātou hina ago e ia ai tua apa. Pepe ago mātou te e pai. En dehors des heures de service, le passe-temps favori des marins était la pêche. La région regorge de thon, de thazards ou d'espadons. Les longues lines traînaient à l'arrière durant tout le trajet en haute mer. Toutes les coursives semblaient mener à la cafétéria, tant la croisée des hommes d'équipage en ce lieu, et ce malgré les heures d'ouverture strictes, y était fréquente. Entre deux escaliers, entre deux ponts, chacun mutuellement se saluait par des tamahas, lancés comme une formule de politesse teintée d'un indicible désir pour les uns et de satiété pour les autres. Poia, paia. Les gars venaient se restaurer, mais aussi se détendre, rigoler, car l'action ne se faisait jamais attendre très longtemps. Rémi, chef cuisinier à bord depuis le convoyage de France, les accueillait tour à tour avec un sourire et une bonne humeur égale en toutes circonstances. Les plats devaient rappeler aux marins les saveurs traditionnelles de chez eux, mais sans oublier de toujours prévoir une deuxième ration. Une seule assiette serait bien une marque de mesquinerie de la part du chef. Ce n'était évidemment jamais le cas. On ne peut pas faire tout le temps les marketing. Il y a d'autres aussi qui aiment les steaks frits, poulet frit, comme tous les repas tech. Charmen, Atinto, ces plats-là, ils aiment bien. Tu vois ça ici, on mange du tout. Tu sais, le toit pédé, c'est toute ma vie. Hein. 30 ans quand même, je suis à bord de ce bateau-là, c'est ma vie, tous les jours je suis là, la famille, oui, la famille des, enfin, les marins,
On est tous des familles, quoi. Les 10 premières années qu'on a fait, on transportait quand même plus de 100 personnes, hein, passagers à bord du 3x2, dans les 10 premières années, de 80 à 90 par là, jusqu'à que le toit Aran, le Tétinuit est arrivé. Ah, ça diminue un peu les passagers du 3x2, comme ils ont pris le monopole du ramassage scolaire. La relève des quarts signifiait un peu de repos pour celui qui allait réveiller son collègue et lui laisser son poste. Le soir, ils regardaient un film tous ensemble dans une des cabines. Tu t'inquiètes pour le match, c'est ça? T'as pas à t'inquiéter. Contrairement aux autres îles des Australes qui se situent légèrement au-dessus ou en dessous du tropique du Capricorne, la plus jeune et spectaculaire Rapa est bien isolée, à plus de 600 km au sud de cette ligne, à une journée de mer de Tubuai. Au-delà, il n'y a plus rien. Ne possédant pas d'aéroport, seuls les bateaux lui permettent un désenclavement économique et social. J'assurais le transport scolaire entre Rapa et le collège de Tubuai pour le rapatriement des élèves durant les vacances scolaires. Quelques années plus tard, le bateau administratif prit la relève pour raison de sécurité. Ben, Rapa, c'était plutôt des bateaux administratifs, de l'administration territoriale, des bateaux militaires, et très rarement, une fois tous les 6 mois, la goélette qui dessert les îles australes. Donc l'arrivée du 3x2 a été vraiment un grand changement par rapport au transport scolaire. Pour le retour des élèves, on les mettait dans le garage en bas. On étalait une grande bâche et puis les revolvers d'emmènent de leur côté et les Rapas de l'autre. Et comme à chaque fois ils rentraient avec leur guitare, c'était toujours animé. Ramo whanhaura teto api wa hau tēnei, oi wā tēnei ple. Nā mua e tamatu mātu maurara, me rono maduru i tramo whare rā aunu. Te mahana, wa tairo mātu i tra whare me tīmā i te mahana. Te rea te mea mātu nuuri e tō mātu maupuromu, me nā tahiti ro mai tia mai te iri iri. O tā te gravi e noni puromu, me nā tahiti ro mai te uta, e te iho atu pahi, Les concassés apportés lors de ce voyage servirent à construire une nouvelle route, un nouveau chantier, un développement supplémentaire. Approbation pour les uns, résignation pour les autres. Ils apportaient néanmoins un travail pour certains, un travail difficile à trouver, dont les emplois municipaux constituaient l'essentiel du tissu économique. En permettant enfin l'apport de ces matériaux lourds à transporter, je favorisais durant toute ma carrière l'essor de ces îles reculées. Pour nous, c'est un attachement. C'est un bateau qui nous a beaucoup servi. On a beaucoup d'histoires avec ce bateau. Oui. Mais le bateau, c'est aussi un moyen, lorsqu'on vient à Rapa, pendant ces 4 jours ou 5 jours de bateau, de reprendre contact avec la famille, de discuter du pays, des choses qu'on a vues. C'est devenu vraiment un bateau de sociabilité. Sans amertume, je voguais pour la dernière fois dans ces eaux qui reflétaient de moi une image patinée. L'équipage savait qu'une page se tournait, mais les gestes, eux, restaient inchangés. Comme annonciateur d'une retraite annoncée, le dernier voyage était curieusement calme. Les oiseaux et autres dauphins
me rendait un ultime hommage en m'accompagnant jusque dans la baie de Papeete. Les marins, pour la plupart d'entre eux, continuent aujourd'hui de naviguer sur le Tuape 4, dans les mêmes eaux, en direction des mêmes îles. De chacun de ces visages burinés transpirait une histoire personnelle qui paraissait enfouie profondément. Ils ne surgissaient qu'occasionnellement, difficilement, seulement lorsque leur pudeur à se confier se relâchait, par on ne sait quel miracle. Leur vécu incroyable leur paraissait ordinaire. Ils vivaient cette prétendue banalité dans une extraordinaire dignité. Le temps a déchiré mes cordages, le seul lien qui m'est toujours relié à la terre. La lune semble réfléchir mes propres souvenirs, comme des éclats encore bien vivants. Et je me souviens, ancré ici, qu'il fut un temps où je naviguais, fier, comme un marin.